Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vais revenir avec vous sur une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, à savoir comment transformer son iMac en écran externe. J'ai eu effectivement pas mal de retours à ce sujet, que ce soit des questions ou des remarques. J'ai donc décidé de traiter les principales remarques dans cette vidéo. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo en question, celle où j'explique cette fonctionnalité qui s'appelle le mode d'affichage cible, eh bien, vous commencez par là, c'est logique. Je rajoute le lien de cette vidéo ou à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Sinon, rapidement avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est également en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Mais donc, comme je vous l'ai dit, je vais répondre à certaines de vos questions ou remarques sur ce mode d'affichage cible. Et on va commencer tout de suite par le sujet qui me semble le plus important. Un certain nombre d'entre vous m'ont remonté l'info qu'ils se servaient de leur iMac 27 pouces comme écran externe, donc jusque-là tout va bien, mais une partie de ces personnes m'ont donné comme configuration des configurations qui officiellement ne peuvent pas fonctionner. Alors déjà, je reviens rapidement sur la vidéo d'origine, je vous ai donné les configurations, c'est évidemment pas des configurations que j'ai testées moi-même, c'est celles qui sont sur le site d'Apple et donc qu'Apple définit comme configuration minimum, enfin ce sera plutôt configuration maximum puisque au-delà d'une certaine année pour l'achat du Mac et au-delà d'un certain système, cela ne fonctionne plus. Apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, on va relativiser un petit peu tout cela. La plupart des personnes hors configuration qui m'ont remonté ce service de cette fonctionnalité étaient sur des processeurs Intel. Un tout petit nombre utilisaient des processeurs Apple Silicon. Je crois même qu'il n'y avait que du M1 ou M1 Pro. Et il se trouve que j'ai discuté avec deux d'entre eux et au final, il y en avait un qui se trompait et qui n'avait pas d'iMac 27 pouces mais un écran Thunderbolt 27 pouces et l'autre qui confondait cette fonctionnalité avec une autre. Donc je n'ai pas demandé à toutes les personnes qui en théorie ont un Apple Silicon et se servent de cette fonctionnalité confirmation qu'ils avaient bien Apple Silicon et qu'ils se servaient bien de cette fonctionnalité. Mais bon, je ne sais pas trop justement ce qu'il en est pour l'Apple Silicon. On va continuer à considérer que ça ne fonctionne pas. Maintenant, il y a quand même un nombre plus élevé de personnes qui m'ont parlé de processeurs Intel, plus récents que la configuration normale, et qui fonctionnaient avec. Et je n'ai pris le temps d'échanger des messages qu'avec une seule personne, et a priori, oui, c'est bien le cas, elle a bien un processeur Intel et un Mac qui ne devrait pas pouvoir fonctionner, et avec un système qui ne devrait pas pouvoir faire fonctionner cette fonctionnalité écran cible. Alors, on va revenir justement sur la config que donne Apple. Je rappelle une chose importante, les configs que donne un constructeur, donc là on parle d'Apple mais ça peut être sur n'importe quelle fonctionnalité d'autres constructeurs, les configs qu'ils donnent c'est des configs qu'ils ont validés, parce qu'évidemment s'ils disent que ça peut marcher avec un système et un Mac donné, il faut qu'il vérifie avec ce système et ce Mac, mais il faut qu'il vérifie avec ce système, ce Mac, avec toutes les sous-versions du système, avec plein de logiciels différents, avec la possibilité que du matériel soit branché dessus. Bref, il y a plein de bêta-tests à faire dessus pour vérifier, pour valider que quelque chose fonctionne avec un système et un Mac. Et c'est pareil pour n'importe quel ordinateur et n'importe quel système. Donc ce que met Apple ici, c'est ce qu'il a validé, c'est ce que ses techniciens ont validé. Maintenant, est-ce que cela veut dire que ça ne marche pas obligatoirement quand on n'est pas dans les clous? Pas forcément. Le cas le plus parlant, c'est pour les versions de macOS, lorsque je vous dis que le système, je sais pas moi, tel système ne peut pas fonctionner sur tel ordinateur, c'est les préconisations, ou plutôt c'est les configurations d'Apple officielles, c'est qu'ils n'ont pas testé avec d'autres, et en général, ils bloquent pour que ça ne fonctionne pas par défaut avec d'autres pour ne pas qu'il y ait des problèmes, mais vous trouverez des petites applications, des patchs, des logiciels qui permettent de faire fonctionner des Macs avec des systèmes qui officiellement ne peuvent pas fonctionner sur le Mac. Alors, je ne conseille pas forcément d'utiliser cela, ça dépend de pas mal de paramètres, on va dire, mais dans tous les cas, c'est un exemple assez parlant. Donc, effectivement, moi, vous vous doutez bien que j'ai pas tout testé. Je vous donne la configuration minimum ou maximale, ça dépend comment on voit les choses, mais en gros, les configurations qui marchent avec ces modes écran cible. Peut-être que dans d'autres cas, cela fonctionne. Alors, j'ai quand même retesté en voyant les quelques personnes qui me parlaient d'Apple Silicon. J'ai testé avec mon Mac en M1 Pro, c'est un MacBook Pro 14 pouces. Bon, là, j'ai pas réussi à le faire marcher. Pourtant, mon câble Thunderbolt marche toujours, puisque je me sers de temps en temps du mode Target. Et d'ailleurs, je l'ai retesté pour être sûr que le câble marchait. Mais voilà, j'ai vraiment pas réussi à le faire marcher. Peut-être qu'une autre configuration de Mac M1 Pro le fait fonctionner. Je ne sais pas, j'avoue que je suis très sceptique pour les Apple Silicon. Par contre, pour les Mac Intel, oui, c'est possible. Alors, si vous souhaitez absolument utiliser ce mode écran cible et que vous avez un iMac qui n'est pas Retina et qui donc a priori pourrait fonctionner, mais qui a des problèmes de système,
Vous pouvez effectivement tester pour voir si avec un MacBook Pro Intel récent et un système macOS plus récent que ce que demande Apple, ça ne pourrait pas fonctionner. On ne sait jamais, comme dirait l'adage, sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Mais si vous devez investir dans un câble, un adaptateur, franchement, je ne vous conseille pas de le faire. Par contre, si vous avez déjà un adaptateur à un câble, ou tout simplement si vous avez un ami qui peut vous les prêter, oui, pourquoi pas. Et si ça marche, vous pouvez acheter votre câble Thunderbolt, c'est une bonne idée. Mais restez prudent. Effectivement, peut-être qu'il y a des configurations qui vont marcher. Et d'ailleurs, vu le nombre de personnes sur Intel qui m'en ont parlé, je suis persuadé qu'elles ne peuvent pas tous se tromper dans leur configuration, leur modèle de Mac ou la fonctionnalité qu'ils utilisent. Donc ça doit effectivement marcher dans certains cas. Mais donc voilà, vous avez la config que demande Apple pour que cela fonctionne. Après, à vous de voir. Et justement, il y a des personnes qui ne se servent pas de cette fonctionnalité, mais qui m'ont parlé d'autres possibilités justement pour se servir d'un iMac en écran externe, y compris d'un iMac Retina d'ailleurs. Alors, je vais faire le point sur 3 choses, enfin je vais faire le point, pour certaines ce sera très rapide. Quelques personnes m'ont parlé du partage d'écran. Alors, le partage d'écran qui est intégré à macOS, clairement, il n'est pas fait pour ça. Le partage d'écran, son but, c'est de voir ce qui se passe sur un autre écran de votre réseau local ou de commander un Mac de votre réseau local à distance. Mais au niveau résolution, au niveau taille d'écran, là vous voyez, je prends le contrôle de mon iMac à partir de mon MacBook Pro. Donc en gros, je prends le contrôle d'un écran 27 pouces à partir d'un écran 14 pouces avec une résolution assez importante, même si elle n'est pas Retina sur le 27 pouces. Enfin bon, bref, c'est pas très pratique. Alors, c'est pas très pratique, si, c'est très pratique dans certains cas très précis. Mais bon, clairement, ce n'est pas fait pour être utilisé comme écran externe. Donc il y avait cette fonctionnalité dont on m'a parlé. On m'a aussi parlé de boîtier matériel externe à acheter. Alors oui, c'est toujours possible, on peut toujours rajouter des fonctionnalités avec des constructeurs tierces. Là, dans ces cas-là, je vous laisserai chercher un petit peu sur Internet. Vous trouverez d'ailleurs un commentaire sur YouTube, sous ma vidéo qui parle de cela. Et sinon, alors quelqu'un est allé encore plus loin, il m'a parlé d'une modification interne du Mac qui était possible de faire, donc de l'iMac qui était possible de faire. Ça va très loin. J'ai ceci dit épinglé ce commentaire sur YouTube. Si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller. C'est pas quelque chose que je vais recommander parce que là, faut être vraiment bidouilleur pour cela. Mais si vous êtes très bidouilleur, si votre iMac 27 pouces, il va plus vous servir, si vous devez acheter un nouvel écran pour un Mac, ma foi, pourquoi pas. Bref, il y a des solutions autres que celles proposées par Apple pour utiliser son iMac 27 en écran externe, mais soit c'est un achat, donc c'est assez onéreux, soit on est sur de la grosse bidouille. Bon, c'était surtout ces 2 points que je voulais voir avec vous. La vidéo d'aujourd'hui, pour une fois, va être assez courte, mais je voulais quand même aborder un dernier petit point. On m'a parlé à plusieurs reprises de la flexibilité du Mac mini par rapport à l'iMac. Parce que je vous rappelle à la base, si j'ai eu beaucoup de demandes à partir de décembre pour savoir s'il était possible d'utiliser son iMac 27 pouces, enfin, son iMac tout court comme écran externe pour un nouvel achat, c'était surtout pour les personnes qui voulaient acheter du Mac mini. Donc vous êtes apparemment pas mal à être intéressé dedans. Et justement, alors on parle de flexibilité, c'est un mot que j'ai déjà utilisé, effectivement, pour le Mac mini, mais je l'utilise plus pour faire comprendre ce que je veux faire passer comme info. Mais à titre entièrement personnel, je suis pas trop fan de ce terme. Alors oui, techniquement parlant, un Mac mini est plus flexible qu'un iMac. J'entends par là que vous pouvez acheter un Mac mini sans acheter un écran. Dans 4 ans, vous rachetez un écran, vous rachetez pas de Mac. Dans 7 ans, si l'écran tombe en panne, vous rechangez l'écran. Et dans 9 ans, vous rechangez le Mac mini, mais vous gardez l'écran. Bref, effectivement, c'est plus flexible. Bon, par contre, dans l'iMac, ça fait un tout. Hein. L'écran, le Mac, tout ça, c'est un seul bloc. Donc, si l'écran tombe en panne, alors vous pouvez le faire réparer, mais vu le prix des réparations, s'il est plus sous garantie, je pense que l'achat d'un nouveau iMac est plus intéressant qu'autre chose. Et si l'ordinateur tombe en panne, finit par tomber en panne, parce qu'à un moment donné, il finira bien par tomber en panne, au moins au bout de 20 ans, l'écran, il marchera peut-être encore, mais vous ne pourrez pas le réutiliser. Alors, on va relativiser un petit peu tout ça. Ça fait longtemps que je suis dans le monde Apple. J'en suis pas à mon premier iMac d'ailleurs. En général, l'écran de l'iMac, il peut tomber en panne, mais j'en ai pas souvent vu tomber en panne. Mais de façon générale, sur les iMac, on va dire à partir du G5, hein, donc celui qui ressemble indirectement à celui actuel, c'est le même concept,
Les écrans sont quand même plutôt fiables, donc a priori si vous achetez un iMac, je suis pas sûr que ce sera l'écran qui tombera en panne avant. Alors évidemment tout est possible, hein, vous pouvez ne pas avoir de bol, mais j'ai pas vérifié non plus tous les modèles à problème qui ont été rappelés par Apple après, mais a priori de tête, tous ceux, les modèles à problème qui ont eu des garanties étendues par Apple, c'était des portables. Il me semble pas qu'il y avait des iMac. Quoi qu'il en soit, oui, je le redis, un Mac mini est plus flexible, mais à chaque fois qu'on parle de flexibilité, ne pensez pas à la panne. Pour moi, c'est pas vraiment un problème important sur un écran d'iMac, même si je sais que ça peut être vraiment très embêtant si ça arrive. Mais c'est un peu comme les SSD, très souvent on parle des SSD qui vont tomber en panne sur les Mac et comme ils sont soudés, il faut changer le Mac. Ben oui, mais j'en ai pas vu des masses tomber en panne sur un Mac depuis qu'ils sont soudés. Même un petit peu avant d'ailleurs, j'en ai pas vu des masses tomber en panne. Donc faut remettre un peu les choses dans le contexte. Le Mac mini sera plus flexible dans la mesure où vous pourrez choisir l'écran que vous voulez mettre dessus, ça je suis parfaitement d'accord avec, et éventuellement augmenter vos besoins en termes d'écran, mais ne vous dites pas je prends un Mac mini parce que l'iMac, si l'écran tombe en panne, c'est dommage. Oui, ça peut arriver une panne, mais franchement, je pense pas que ce soit ça qui risque le plus dans un iMac. À mon avis, à moins de ne pas avoir de bol, à mon avis, c'est comme le Mac mini. Ce qui va arriver, c'est que l'iMac va plus être mis à jour. À un moment donné, au bout de quelques années, ça commencera à être limité. C'est plutôt ça, en fait, qui va vous pousser à changer la machine plutôt qu'un écran qui tombe en panne. Donc voilà, le terme flexibilité, je l'emploie quand même parce que ça me permet de faire passer l'idée que j'ai en tête, mais attention, n'allez pas penser que votre iMac, il va forcément avoir une panne d'écran et donc vaut mieux partir sur un Mac mini. Après, je vous renvoie vers le guide d'achat, hein, si vous êtes intéressé par l'achat d'un Mac. Je le remets d'ailleurs en lien en haut à droite de cet écran. Mais dans tous les cas, pensez bien qu'un Mac mini, c'est peut-être plus flexible qu'un Mac, mais que même si sur le papier, il y a plus de chances qu'il y ait des pannes parce qu'il y a des composants en plus, il y a un écran en plus, il y a une webcam en plus, donc techniquement, il y a plus de chances d'avoir des pannes dessus. Bon, ça arrive quand même, j'ai l'impression, assez peu, une panne d'écran sur un iMac, on va dire dans les 10 premières années. Bon, voilà, j'ai fini ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. Alors, il y a évidemment d'autres questions qui m'ont été posées, mais comme je ne veux pas réaliser une FAQ trop grande, j'ai dû sélectionner les questions qui me semblaient les plus pertinentes et qui en plus ont été pour la plupart d'entre elles le plus souvent posées. Je rappelle d'ailleurs que si vous m'avez envoyé des questions par email, il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas eu de réponse, hein, je le dis à chaque fois, mais je reçois effectivement beaucoup trop de courriers électroniques. Si vous êtes dans ce cas et si votre question n'a pas été traitée dans cette FAQ, je vous invite à la reposer, mais cette fois-ci dans les commentaires de la vidéo correspondante, que ce soit sur YouTube ou sur mon site internet. Alors, je ne garantis pas une réponse évidemment, mais je vous garantis que je réponds plus facilement en commentaire que par email. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite bien sûr à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Bien entendu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.